Il est 9 heures, Marine Le Pen est toujours avec nous pour son entretien d'embauche, seconde partie. Marine Le Pen, quelques mots avant d'entrer sur une partie plus personnelle. Vous voulez abandonner donc l'euro, hein, si vous arrivez au pouvoir, on est bien d'accord. On passe au franc. Quel franc? Je veux renégocier, encore une fois, nos 4 souverainetés, territoriale, monétaire, économique et législative. Voilà. Moi, je vais vous dire, je pense que, et je suis pas la seule, l'euro va mourir. Et l'euro va d'autant plus mourir que la Banque Centrale Européenne arrête le quantitative easing, c'est-à-dire la machine à fabriquer des billets. Elle a baissé de 30% sa fabrication de monnaie. Or, cette fabrication de monnaie, elle a été faite pour sauver l'euro. Donc ça veut dire qu'il se désengage du sauvetage de l'euro. Donc je pense qu'il faut se saisir de cela dans la concertation avec l'ensemble des nations pour envisager le retour à une monnaie nationale sans qu'on attende le chaos, sans qu'on attende l'explosion qui pourrait arriver, car Monsieur Fillon d'ailleurs l'a admis lors du débat. Il a dit oui, il va y avoir une très grave crise financière, mais elle va avoir des conséquences. Elle va avoir des conséquences, elle risque d'entraîner des défaillances bancaires et donc de nous faire... Pourquoi brandir cette crainte, cette menace, de la crise financière? Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Exactement ce que je viens de vous dire. Exactement ce que je viens de vous dire. D'abord, tout le monde sait encore une fois que l'euro n'est pas viable. Enfin, il y a beaucoup de prix Nobel d'économie, même si ils font des tribunes contre moi, qui disent il n'est pas viable. Non, mais ils le disent. Non, mais je parle pas de Jean Tirole, je parle de Stiglitz, je parle de Krugman. Ils ont dit ça n'est pas viable. Alors, ils disent il y a 2 solutions. Soit vous abandonnez l'intégralité de votre souveraineté à un super État européen. Or, moi, je ne le veux pas. Si la condition pour sauver l'euro, c'est ça, c'est non, en ce qui me concerne. Bon, alors, un franc, on est bien d'accord, un nouveau franc, en quelque sorte, qui remplace l'euro. Oui, vous l'appelez comme vous voulez. Ça, non, mais moi pas aussi, très important. comme vous voulez. L'important, c'est que ce soit les Français qui maîtrisent leur monnaie, comme 95% de nos des pays du monde. sont étrangers, quand même. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance, Monsieur Bourdin. Et pourquoi? Mais ça n'a aucune importance, car ce qui est important, c'est en quel droit est libellée notre dette. Est-ce que c'est en droit étranger ou en droit français? Pas qui détient la dette ou la nationalité de qui détient la dette. Or, notre dette est à 97% ou 80% en droit français. Voilà, c'est ça qui est important. Mais encore une fois, est-ce qu'on peut parler des conséquences qui ont été celles de l'euro et des espérances si on retrouve une monnaie nationale, car moi, je n'ai pas une vision idéologique, je ne pense qu'à l'intérêt des Français, qu'à l'intérêt de notre économie. Cet euro, il a entraîné une augmentation des prix. Voilà, tout le monde l'admet. L'INSEE le refuse de le dire, mais c'est une réalité. Tout le monde l'admet. Tout le monde l'admet, Monsieur Bourdin. Tous ceux qui nous écoutent savent qu'au moment où on est passé à l'euro, ils ont vu le prix d'un certain nombre de produits exploser. C'est le cas de la tasse de café au bistrot. Bah si. Non. Bah si. Bah je suis désolé, si. Bon. Voilà. Alors certes, les écrans plats. Sur les chiffres, non, vous avez raison. Mais voilà, il y a ça. Ça ne sert à rien. L'euro, c'est des sommes considérables pour sauver l'euro depuis des années, 70 milliards. Et puis il faut quand même pas oublier qu'à l'Union européenne, on donne 9 milliards d'euros par an quand même. Qu'elle garde, hein. Sur un budget de combien? Qu'elle garde, hein. Sur un budget de combien? C'est-à-dire? Le budget de la France. Mais 2000 milliards, mais quel est le rapport? Non, le budget, c'est pas 2000 milliards. Le PIB, 2000 milliards. Mais quel est le rapport avec ça? On donne. Le budget est à 380 milliards. On donne 23, milliards. Donc ça fait 8 milliards ou 9 milliards sur 380. D'accord. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais. 380 milliards. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais avec ces 9 milliards. Avec ces 9 milliards, je baisse la taxe d'habitation pour les plus pauvres. Avec ces 9 milliards, j'augmente le minimum vieillesse. Je revalorise l'allocation adulte handicapé de 20%. Je crée 15 000 postes de policiers et 6 000 postes de douaniers. Je mets en place la protection logement jeune, c'est-à-dire une augmentation de 25% de l'aide au logement pour les jeunes. Je revalorise le point d'indice des fonctionnaires qui a été gelé depuis des années et je baisse les droits de mutation, c'est-à-dire les frais de notaire. Voilà tout ce que je suis capable de faire avec 9 milliards. Donc je veux retrouver ces 9 milliards. Je veux rendre leur argent aux Français. Je veux que ce soit eux qui puissent en bénéficier. Or aujourd'hui, ces 9 milliards, ils sont perdus chaque année. Chaque année. Marine Le Pen, on va parler de vous un peu, d'accord? Et à travers vous, d'ailleurs, certaines prises de position. Est-il vrai que vous vous trouvez un peu abrupte parfois? Oui. Ah bon? Ah oui. Avec qui? Oui. Bon, vous le reprochez? Oui, ça m'arrive, oui. Oui, bah vous voyez, je suis un peu j'ai un caractère, quoi, voilà, j'ai un caractère, je suis une femme de caractère, donc il m'arrive d'être un peu abrupte, je suis quelqu'un qui suis aussi extrêmement sincère, extrêmement convaincu. Quand je viens défendre une idée, je suis parfois emporté par ma conviction, et puis aussi Est-ce que vous êtes emporté... parfois fragilisé par d'autres idées venues d'ailleurs, des idées, je ne sais pas, moi, politiquement, je parle politiquement, et parfois vous vous dites, tiens, tel candidat, ah oui, ça c'est
Mais bien sûr que ça m'arrive, évidemment. Encore une fois, je suis pas du tout sectaire. J'entends des propositions quand elles sont intéressantes, intelligentes, même si elles ne viennent pas de chez moi. Et d'ailleurs, Monsieur Bourdin, nous sommes à peu près les seuls dans les conseils régionaux à voter très souvent des textes de l'opposition politique, qui souvent est la majorité, comme vous le savez. Mais l'inverse n'est pas vrai. Est-ce que vous savez que nos adversaires politiques, quand on dépose un amendement... Vous votez beaucoup en Provence-Alpes-Côte d'Azur pour... Oui. En Provence-Alpes-Côte d'Azur. Oui. Je suis pas en Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais... Non, mais je vous parle. Non, mais ce que je voudrais dire, c'est que quand on dépose un amendement... Région Provence-Alpes-Côte Vous savez, quand on dépose un amendement, eh bien, nos adversaires votent contre, ils redéposent le même amendement sous leur nom pour pouvoir voter pour. Est-ce que vous croyez que c'est pas complètement infantile et sectaire? Bien, vous êtes, je vais pas donner votre âge. Vous pouvez. Je peux. Vous êtes né le 5 août 1968. C'est bien cela? Exactement. Je ne me trompe pas. 3e fille de Jean-Marie Le Pen. Une enfance à la fois aisée, mais en même temps pas toujours facile. Hein, Marine Le Pen. Bien sûr, être la fille de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas toujours été facile, en effet. Et pourquoi? Bah, d'abord parce qu'à 8 ans, nous avons été victimes d'un attentat qui a détruit l'intégralité de l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir. Alors justement, vous avez découvert, tiens, je vais m'arrêter là. Vous avez découvert un peu la politique à ce moment-là. En fait, vous avez découvert que votre père faisait de la politique à ce moment-là. On a les images, regardez les images. On voit les images. Oui, c'était extrêmement impressionnant. Vous aviez 9 ans. J'avais 8 ans. 8 ans. Oui. 5 kilos de dynamite. Oui, enfin, je sais pas combien de kilos, mais oui. ça a fait sacrément Vous étiez sous les gravats. Des sacrés dégâts, parce que ça a soufflé donc l'immeuble dans lequel nous étions en train de dormir. Et par miracle d'ailleurs, personne n'est mort. Il y a même un bébé d'1 an qui a été projeté du 5e étage et qui n'a eu qu'un bras cassé. Ils avaient appelé ça, les journaux, le miracle de la Toussaint, car ça s'était passé la nuit de la Toussaint. Étudiante ensuite, le droit. Oui. Hein, vous êtes devenue avocate. Alors, paraît-il que vous étiez assez fêtarde quand vous étiez étudiante, c'est vrai? Bon, j'étais fêtarde, surtout quand j'étais en vacances. Oui. Mais bon. Vous alliez notamment au Cœur Samba. Moi, j'ai connu le Cœur Samba. Oui, j'ai dû y aller une ou deux fois, mais oui. Ah bon, oui, d'accord. Oui. Bon. J'aime la fête, mais les Français aiment la fête. Oui. Il faut pas s'en scandaliser, il faut pas reprocher ça. Quand on est jeune, faire la fête, c'est tout à fait normal. Et ce qu'on aimerait tous, c'est que nos enfants puissent faire la fête sans cette inquiétude qui pèse au-dessus de nos têtes. 17 ans, votre mère quitte le foyer familial, ça marque. 16 ans, oui, 16 ça ans, s'est fait dans des conditions assez brutales, c'est vrai, donc ça marque, et puis surtout c'était public. Oui. Voilà, c'était public, la déesse au sans-bouche s'est saisie de cela, et c'est ça qui démultiplie en quelque sorte la souffrance que l'on peut ressentir. Des relations difficiles pendant de nombreuses années, puis aujourd'hui une grande complicité. Ah, non, pas de relation du tout pendant Pas de des relation années. du tout, Ouais. Du tout, et aujourd'hui des relations mère-fille très très proches, oui. Beaucoup d'amour entre ma maman et moi. La politique, pourquoi? Et mes sœurs aussi, Oui. hein. La politique, pourquoi? À la politique, parce que c'est... Comment êtes-vous venu à la politique? Parce que pendant longtemps, J'étais avocat. Vous avez hésité, hein, quand même. Non, j'ai pas hésité, je voulais absolument pas faire de la politique. Ah, vous vouliez, justement, oui. C'est-à-dire que j'en connaissais, il faut bien le dire, tous les aspects les plus arides, voilà, les plus rudes. Vous voyez, donc je n'avais pas d'attirance. Et puis j'ai été avocat pendant un certain nombre d'années, et j'ai eu l'impression d'être en fait passif, de réparer un peu les pots cassés. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas rester passif dans la situation qui était celui du pays. Je voulais être acteur, faire quelque chose, voilà, agir. Et il n'y a qu'en politique que l'on peut faire cela, pour peu que l'on récupère véritablement le pouvoir politique, Monsieur Bourdin, qu'on le laisse pas à d'autres, ou à une instance supranationale, ou à l'économie. C'est pour ça que vous avez voulu le récupérer dans votre parti. Ou à l'économie, ou à je ne sais quoi, ne sais quoi d'autre, voilà. Et donc, je me suis fait happer par la politique. Je pense que le virus qu'on a toujours en soi, en fait, s'est réactivé. J'ai vu dans la famille, même l'une de vos sœurs, mais elle a choisi Bruno Maigret. Ça fait mal quand elle a choisi Bruno Maigret ou... Oui, bon, vous savez, toute fracture dans une famille fait mal. Oui. Voilà, on a tous nos fêlures, nos bagarres Bruno dans Maigret des familles. Qui a choisi François Fillon, d'ailleurs. Ce qui est important, c'est d'être capable de se réconcilier. Bon, 2002. En fait, vous apparaissez à la télévision vraiment en 2002. Hein. Oui, je veux pas y aller d'ailleurs. Vous voulez pas y aller? On me force. Tiens, on va réécouter et regarder. Oui. Oui. Il souffre
souffre beaucoup, Monsieur Mélenchon notamment, hein, des critiques qui sont faites aux politiques. Et pourtant, qu'est-ce que vous les méritez, hein? Parce que qui a contribué à faire croire aux Français que l'intégralité des hommes politiques étaient malhonnêtes? C'est vous. Et c'est vous. Parce que, mais oui, bien sûr, votre parti. Mais qui allait celle-là? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? L'UDF, le PS et le PC. Vous voulez que je vous rappelle un certain nombre d'affaires? Parce que Monsieur Alphane ne le fera plus. Voilà. Il fait peur, hein? Je sais pas s'il fait peur, ça c'est votre jugement, mais je me souviens Quand de je ce lui fameux parle, débat il a d'ailleurs ici même. exactement le même visage que lorsque je lui ai parlé des crèches lors du débat à 11. Espèce de choses comme ça qu'il fait sortir. Jean-Luc Mélenchon qui sera là demain sortir de matin, lui. qui avait débattu avec vous d'ailleurs ici. Il avait dit c'est qui, Oui. c'est qui celle-là, je me souviens. C'est qui celle-là? Eh ben, dites-moi, vous aviez fait cette apparition donc en 2002, premier plateau télé en 2002. Ah, c'était le Ensuite, soir du second tour de l'élection présidentielle, où personne n'avait trop envie d'aller, il faut bien le dire, expliquer ce qui apparaissait comme une défaite. Et donc voilà. Pourquoi avez-vous fait exclure votre père du Front National? Oh, ne revenons pas Non, mais là-dessus. S'il vous plaît, Monsieur si, Bourdin. J'ai pris que j'en parle. Non, la direction. Politique, non, mais la direction politique du Front National a pris une décision. Jean-Marie Le Pen, encore une fois, était manifestement dans la provocation systématique et probablement à mon égard. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons affectives derrière cela, mais il n'en demeure pas moins qu'il tenait des propos qui n'étaient plus admissibles, qui nuisaient à notre mouvement, aux idées que nous défendons. Et voilà, bon, maintenant les choses sont faites, la page est tournée. Vous avez failli claquer la porte du Front revenir. National, c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai. En 2005, je crois, non? Oui, au moment des propos sur l'occupation allemande, oui, j'avais déposé ma démission du bureau exécutif et j'avais envisagé de partir. Mais parce que vous n'étiez pas en accord avec ces propos tenus. Et vous voyez, et vous savez quoi? Non. Eh bien, à l'issue de ce retrait, j'ai pris la décision de me présenter à la tête du Front National quand Jean-Marie Le Pen quitterait la tête du Front National. Donc vous voyez comme l'histoire est parfois étonnante, elle prend... Alors il vote Marine, il l'a dit, Marine Le Pen? Oui, bon, il est patriote. Oui. Voilà, ça ne m'étonne pas. Ça vous a fait chaud au cœur? Ça ne m'étonne pas de lui. Bon, c'est un patriote, il s'est battu toute sa vie pour la France et les Français, donc qu'il choisisse la candidature. Il a défendu l'Algérie française, il a défendu la colonisation. Ça, vous ne partagez pas? Mais pardon, d'abord, il l'a jamais défendu. L'Algérie française. Non mais d'accord, mais il l'a défendu. non mais ça, pardon, mais c'est moi qui suis invité ou c'est lui? Non, mais je vous pose la question et je vous demande si vous partagez. Que si vous partagez ces engagements. Si vous m'invitez pour parler de ces engagements, c'est une façon de fuir la question. C'est ce qu'on appelle une interview détournée en quelque sorte. Pas détournée, c'est une façon de fuir la question de votre part. Hein. Est-ce que oui? Non, enfin, il a défendu l'Algérie française, oui, comme beaucoup de gens qui ont créé le Front National, puisque le Front National s'est créé précisément sur cette fracture de l'Algérie française. Ouais. Le Front National a d'ailleurs soutenu de toutes ses forces les rapatriés d'Algérie, a toujours défendu défendez encore bec et ongle avec les harkis, la colonisation. Les harkis, je défends les harkis, je défends les rapatriés. Je pense qu'ils ont été, c'est vrai, maltraités, mal accueillis dans leur pays. Pour les harkis, ça a été encore pire. Ils ont été mis dans des camps. Hein, le camp de Rivesaltes et d'autres. Mais la colonisation, dans des conditions c'est à mettre au crédit épouvantables. au débit de la France. Mais moi, je pense que, et chacun d'ailleurs qui est de bonne foi admet que la colonisation a beaucoup apporté, notamment puisqu'on parle de l'Algérie à l'Algérie, des hôpitaux, des routes, des écoles, même les Algériens d'ailleurs. Vous savez, même des Algériens qui étaient qui sont de bonne foi l'admettent. Mais il fallait partir. Et ils disent, mais ça encore une fois, moi je veux pas rouvrir des plaies. Merci Monsieur Bourdin, parce que à chaque fois que j'évoque un sujet, ça crée... Mais pardon, c'est vous qui avez rouvert les plaies en parlant par exemple de la rafle du Veldiv, c'est pas moi, hein, Marine Le Pen. Non, d'abord Monsieur Bourdin, pour être tout à fait honnête, c'est Monsieur Mazerolle qui m'a posé la question et vous le savez très bien. Et encore une fois, j'ai rappelé la position qui était la position gaullienne. Voilà. Gaullienne? Oui. Vous avez rompu le consensus ou pas sur cette affaire? Mais il n'y a pas de consensus, il n'y a jamais eu de consensus. Y compris dans la famille gaulliste, il n'y a pas de consensus. Monsieur Guénaud... Non, je vous dis ça parce que Jacques Chirac Guénaud, avait tiré un trait définitif. Mais d'accord, mais Jacques Chirac l'a fait. Mais en l'occurrence, sur cet épisode triste de l'histoire française. Mitterrand, d'Inter.
Badinter était en désaccord avec cela. Monsieur Guénaud est en désaccord. Monsieur Chevènement est en désaccord. Monsieur Finkielkraut est en désaccord. Donc non, il n'y a pas de consensus. Il y a un débat juridique. Bon, voilà, chacun. Est-ce que vous position. Mais ce qui est honteux, c'est de mener sur cette base une campagne abjecte à mon égard. Abjecte. Objectivement, je le dis, on peut pas tout se permettre contre un adversaire politique. Et là, la mauvaise foi l'a disputé à l'abjection, je trouve, à mon égard. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous revenez sur la loi Guessot? Non. Qui réprime les propos négationnistes? Non. Non, parce que je sais qu'il y a débat, même en dehors de l'extrême droite il y a débat. Ouais, c'est pas très personnel tout ça, mais bon. Non, mais si, parce que ce sont des engagements. Mais bien sûr, d'accord. Bien sûr. Okay. Non. Vous êtes senti touché par tout ce qu'on a dit sur la rafle du Veldiv, donc c'est personnel. Oui, effectivement, quand on me traite de révisionniste et de négationniste, permettez-moi de vous dire que non seulement ça me touche, ça me blesse, je trouve ça honteux, honteux. Moi, j'ai pas compris pourquoi vous avez parlé des protestants. Alors, j'ai pas très bien compris. Alors, une fois Richelieu. Mais non, mais une fois de plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Ça n'est pas moi qui ai parlé. On m'a demandé, est-ce qu'il y a un personnage qui vous inspire? J'ai dit oui, Richelieu. J'ai de l'admiration pour le personnage politique. Il a été le créateur de l'État français moderne. Il a ramené les grands à leur devoir. Il a créé l'Académie française. Et la journaliste m'a dit, il n'a pas été très gentil avec les protestants. Gentil, c'est peut-être pas le mot, mais il a massacré, par exemple, 20 000 protestants à La Rochelle. Non, mais je parle simplement, plus que ça. À La Rochelle. Je crois que c'était près de 150 000. Il a révoqué l'édit de Nantes. C'est pas lui. Non, c'est pas vrai. Lui. Non, puisqu'il a justement ils ont fait après La Rochelle la paix d'Alès en 1629 qui fixait la liberté du culte et qui mettait les protestants à égalité avec les catholiques. Donc j'ai juste rappelé qu'à l'époque, les protestants, avec l'aide de l'Angleterre, avaient cherchait en réalité à créer l'État. Non mais d'accord, à créer l'État dans l'État. Voilà. Et c'est tout. Bon, je n'ai rien contre les protestants. Enfin, écoutez, Monsieur Bourdin. Non mais il faut quand même accepter qu'on puisse faire des références historiques dans notre pays, ou alors on raye l'histoire de France. Et je ne souhaite pas. Mais est-ce que la révocation de l'édit de Nantes a été une bonne décision ou pas? Mais quand on voit que certains protestants, sérieusement, cherchent à me faire querelle d'avoir évoqué Richelieu, je pense que c'est pas raisonnable. Voilà. De la même manière, quand j'évoque Jeanne d'Arc, liberté de culte, mais quand j'évoque Jeanne d'Arc, on va pas me faire le procès de soutenir les tueurs en série au motif qu'un de ses compagnons d'armes était Gilles de Rais. Vous voyez, je crois qu'il y a une déraison en ce moment sur ces. Il y a une déraison qui fait qu'on cherche à faire dire à des responsables politiques des choses qu'ils ne disent pas. Moi, je pense que par exemple une figure comme Richelieu est une grande figure de l'histoire de France et que donc il faut pas le réduire à un massacre. C'est un peu une dérive. Bon. De quoi vivez-vous? Je vis de mes indemnités de député européen. Vous vivez de l'Europe depuis combien de temps? Non, je vis pas de l'Europe. Enfin, de l'Europe. De votre travail au Parlement Non, européen. je vis pas d'un travail. Je vis du mandat. C'est une activité que m'ont accordé les nombreux Français qui ont voté pour moi depuis 2004 et qui payent des impôts pour pouvoir permettre à leurs élus de mener la mission qu'ils leur ont confiée. Voilà, ni plus ni moins que les autres. Et je n'ai que cela comme revenu. Comme revenu, depuis 2004, on est bien d'accord, depuis 2004. Alors, où est-ce qu'on en est des affaires judiciaires? J'ai vu que votre immunité parlementaire, la demande de levée a été faite. Monsieur Bourdin, sincèrement, toute la campagne a été pourrie par ça. Ah bon? Je l'ai dit clairement, je suis victime je suis victime là d'une instrumentalisation de la justice. Je n'ai strictement rien à me reprocher. Rien. Voilà. Il n'y a pas un soupçon. Non, il n'y a pas un soupçon Marine Le Pen, il n'y a pas un soupçon d'enrichissement personnel. Il n'y a pas un soupçon d'ailleurs de fictivité d'un emploi, car tous les gens que j'ai embauchés vous engagez travaillent. Là, vous me dites. Tous les gens que j'ai embauchés travaillent. Il y a un mauvais débat, une mauvaise querelle qui m'est faite par mes adversaires au sein du Parlement européen sur pour qui travaillait Madame Untel. Est-ce qu'elle travaillait pour la présidente du Front National ou pour la députée européenne? Il se trouve que c'est la même.
C'est la même, c'est celle qui est devant vous. Je suis en même temps chef de parti politique et député européen. Et je n'ai jamais manqué aux Français, Monsieur Bourdin, dans le combat que je mène pour eux. Jamais. Toute ma vie est consacrée à leur défense. Toute ma vie. Au sacrifice d'un certain nombre de choses, et vous le savez bien. De la vie familiale, de la vie amicale, voilà. C'est un combat qui prend l'intégralité de mon existence. Et la politique empiète sur votre vie personnelle, beaucoup. Mais évidemment, énormément. Mais encore une fois... Vous interdisez toute photo de vos enfants, par exemple, tout de même. Oui. Il me semble que c'est Henri IV qui disait « L'immense amour que je porte à la France m'a toujours tout rendu facile. » Voilà. Vous interdisez toute photo de vos enfants, j'ai vu. Oui. Ouais. Oui, 3 parce enfants. que oui, bon, maintenant. Un qui est rugbyman, je peux le dire maintenant, quand même. Oui, maintenant ils sont majeurs, mais oui. C'est très récent. J'ai gagné 3 électeurs pour cette élection. Je pense qu'ils ont droit à leur jeunesse, voilà. Et ils ont le droit, et j'ai préservé cela, à vivre tranquillement, à ne pas être reconnus dans la rue, à ne pas être, à ce qu'on leur demande pas des comptes sur les engagements politiques de leur mère, comme à moi on m'a demandé des comptes pour les engagements politiques de mon père. Et j'ai réussi à les préserver de cela. Et vous imaginez pas la fierté de maman que ça représente pour moi, que de leur avoir permis d'avoir une jeunesse tranquille. Vous ne voulez pas créer les fêlures que vous avez connues dans votre jeunesse avec vos enfants, j'imagine. Mais je veux qu'ils soient eux-mêmes, voilà, qu'ils soient envisagés comme eux-mêmes et pas comme les enfants d'eux. Et je crois vous avez souffert de ça. Mais bien sûr, j'ai souffert de ça. Je suis la fille d'eux. Bien sûr. Et d'ailleurs, je suis encore la fille de Monsieur Bourdin, puisque beaucoup de journalistes ne cessent de me renvoyer à mon père. Mais je alors, lis quelle même, différence je lis même, vous voyez, dans les dépêches de l'AFP, je lis même, la fille de Jean-Marie Le Pen a dit que. Alors moi, je viens aussi porter, excusez-moi, mais un message, peut-être vous direz féministe. Les femmes ne sont pas que les épouses d'eux ou les filles d'eux. Voilà. Ça, c'est un petit signal à destination de l'agence France Presse. Voilà. Un temps, votre père souhaitait que vous abandonniez son nom. Ne rappelez pas des propos qui étaient outranciers et qui, à mon avis, étaient des propos liés à la blessure affective qu'il a ressentie de la décision politique qu'il m'a obligé à prendre. Marine Le Pen, vous adorez les chats? Oui, j'ai une passion pour les chats depuis toujours. Vous étiez même en pleurs le jour où votre chat a été dévoré par les chiens de votre père. Mais oui, bien sûr, j'ai pas honte de cela. L'affection qui lie un animal de compagnie à son maître, et je crois que beaucoup de Français partagent cette affection, fait qu'il devient un membre de votre famille. Voilà, et moi, mes chats sont des membres de ma famille. Vous aimez les animaux. Est-ce que vous iriez voir une corrida? Non. Vous l'interdiriez? Non. Je ne l'interdirai pas. Je l'interdirai pour les enfants de moins de 13 ans, parce que je pense que c'est pas un spectacle pour eux. Mais je n'apprécie pas cela. C'est une tradition qui est régionale, d'ailleurs, qui n'est pas nationale. C'est une tradition régionale. Mais je vous avoue que c'est un spectacle qui me rebute. Fan de séries télé? Enfin, pas toutes, quand vous avez le temps. Oui, j'aime bien. J'ai lu ça, bon, vous aimez bien au peuple. Votre livre de chevet, j'ai vu, La légende des siècles de Victor Hugo. C'est une légende qu'on se construit ou pas? Non, c'est pas une légende. C'est vraiment votre livre. J'aime beaucoup Victor Hugo, je trouve ça d'une grande richesse. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? En ce moment, strictement rien, Monsieur Bourdin. Vous n'avez pas le temps. Je lis mes notes, je lis les multiples textes que l'on m'envoie, des chiffres qui n'en finissent plus, que j'essaye de retenir parfois sans avoir un grand succès, vous voyez, parce que on nous demande, en fait, nous responsables politiques et candidats, d'être des experts de tout. Et peut-être il est temps de dire que le président de la République, c'est celui qui a une vision. C'est celui qui a une vision des équilibres, c'est celui qui a un caractère, qui a des qualités pour résister aux pressions, qu'elles soient d'ailleurs économiques, qu'elles proviennent de lobbies pharmaceutiques, d'assureurs, mais aussi qui soit capable de défendre les Français sur la scène internationale, c'est-à-dire qui est une stature, une conviction forte, une autorité, parce qu'il faut que le président de la République française ait de l'autorité pour défendre les Français.
Nous ne sommes pas obligés de tout connaître de la mécanique des fluides, de tel pourcentage ou de tel... vous voyez, je pense qu'il y a là aussi peut-être une dérive. Il y a des ministres pour ça, il y a une administration pour cela. Et peut-être qu'un des grands chantiers... Est-ce que vous avez réfléchi? Bien sûr, j'ai réfléchi, évidemment. Oui. Mais j'attends que les élections se déroulent parce que moi, je suis en train de créer une majorité présidentielle. Je pense que confronté au choix qui sera celui du second tour... Avec qui? Ah, mais c'est bien la question. Mais par exemple, si c'est... c'est bien la question. Ça change pas grand-chose en réalité. Parce que M. Macron et M. Fillon... Oui. Est-ce que vous avez vu une énorme différence dans les grands choix qui ont été faits? Sondage Cevipof pour Le Monde, Oui. je vous coupe, vous voyez que ça m'arrive de vous couper. Macron, vous battrez 61-39, Fillon 55-45, c'est plus serré, et Mélenchon 57-43. Oui, bon, j'ai pas une grande confiance dans ces sondages de second tour. Mais on voit bien qu'il n'y a pas eu une grosse différence dans la politique qui a été menée dans les 10 dernières années, quand même. Il n'y a pas eu de rupture franche, avec des choix, je sais pas, moi, sur l'immigration, sur l'Union européenne, sur les directives détachement des travailleurs, sur toute une série de sujets. Donc, en réalité, Fillon ou Macron, ça n'est qu'une forme de continuité du système. Je veux dire, c'est la continuité de la politique menée depuis des années. Moi, clairement, je ne suis pas dans cette continuité. Et Mélenchon? Mais Mélenchon, c'est Tsipras, là, depuis hier. C'est Tsipras avant d'avoir lutté. Je veux dire, puisqu'il a indiqué que quoi qu'il en soit, il irait négocier avec l'Union européenne, mais que de toute façon, il conserverait tout l'euro, l'Union européenne, etc. Nous verrons ce qu'il dit demain. Le problème, monsieur Bourdin, c'est que quand vous allez négocier mais que vous ne faites pas le bras de fer, vous négociez à plat ventre. D'après vous, qui gagne dans ces cas-là? On va terminer avec une chanson, tiens. D'accord? Écoutez. Et si l'on revient moins riche, qu'est-ce que ça peut... Oui, j'aime beaucoup Michel Sardou et j'aime particulièrement cette chanson. Ouais. Et Dalida. C'est un petit peu la tentation de Venise qu'il raconte là. Et Dalida aussi, que vous aimez. Oui. Ça, c'est très connu. Je la chante, mais je ne le ferai pas. Ah bon? Faites pas comme Jean Lassalle, qui chante très bien d'ailleurs. Oui, très bien. Très bien. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir ce matin. Merci à vous. Il est 9h27. Demain, à votre place, Jean-Luc Mélenchon. Et vendredi, Benoît Hamon. BFM TV, la chaîne présidentielle.